les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Pour Octobre Liban, l'écrivain Camille Amoun, par ailleurs spécialiste des questions de résilience et de durabilité urbaine, a arpenté la rue la plus longue de Beyrouth afin de mieux cerner le souffle révolutionnaire qui s'est emparé de la capitale en 2019. Un vent d'espoir malheureusement réduit à néant avec l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. De son côté, Lamia Ziadé, auteure et illustratrice, raconte avec Mon port de Beyrouth la manière dont elle a vécu ce drame depuis Paris. Mélangeant les témoignages des membres de sa famille, rendant hommage aux victimes, tressant des louanges aux pompiers, aux bénévoles et au personnel médical, ponctuant le tout de flashbacks sur son pays natal. Avec Beyrouth en personnage principal, les livres de Camille Amoun et de Lamia Ziadé se font écho, l'un se terminant là où l'autre débute, lorsqu'un drame a éteint la flamme d'un espoir démocratique et remis malheureusement en mémoire la corruption politique qui gangrène le pays depuis des générations. Une rencontre animée par Elodie Karaki et enregistrée en public le 16 juillet 2021 dans les jardins de l'Iméra à Marseille, lors de la 5e édition du festival Oh les beaux jours. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à cette rencontre qui réunit donc Lamia Ziadé et Camille Amoun. Bienvenue à tous les deux, bienvenue à Oh les beaux jours. Je suis très très heureuse d'animer cette conversation autour de Beyrouth. Cette rencontre s'inscrit dans une thématique qui s'appelle Dernières nouvelles du monde. Et les dernières nouvelles du Liban, pas plus tard qu'hier, ne sont pas très bonnes, sont toujours aussi dramatiques puisque, comme vous le savez peut-être, il n'y aura pas pour le moment de gouvernement puisque le Premier ministre a jeté l'éponge et tout ceci alors que, bien sûr, le pays est à genoux. Comme vous le savez, la crise est totale au Liban. Pénurie de médicaments, d'essence, récession sans précédent, hausse des prix et une aide internationale qui est conditionnée à des réformes qui malheureusement ne se font pas et une population qui est maintenant à 50% en dessous du seuil de pauvreté. Alors on va évoquer avec Lamia Ziadé et Camille Amoun deux moments importants qu'il y a eu ces dernières années. D'abord cette révolution qui est née le 17 octobre 2019 en réaction à ce système de corruption généralisée qui s'est un peu écroulé sur lui-même finalement aujourd'hui. Une révolution qui a été réprimée, qui s'est aussi essoufflée à cause de la crise et de la pandémie. Et puis nous allons évoquer aussi bien sûr ce 4 août 2020 et l'explosion du port de Beyrouth. Un incendie qui a mis le feu à un stock de feux d'artifice qui a fait exploser les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient stockées dans le hangar numéro 12 depuis 2013, ce que la classe politique n'ignorait pas. Et on ne sait pas à ce jour si une enquête aura lieu et aboutira. Camille Amoun et Lamia Ziadé témoignent donc de cette révolution, de cette explosion dans des livres dont les partis pris littéraires sont assez différents. On va en parler ensemble, mais qui déploient une grande sensibilité et qui surtout, ce sont des ouvrages qui donnent à penser, qui donnent à comprendre et qui donnent un petit peu à espérer aussi. Je vous présente donc en quelques mots tous les deux. Lamia Ziadé, vous êtes artiste, auteure, illustratrice. Vous êtes née au Liban en 1968. Vous habitez Paris depuis 18 ans. Vous avez fait vos études à Paris, des études d'art graphique à l'école Penningen. Vous avez publié un premier livre en 2009, Bye Bye Babylone, sur votre enfance, sur la guerre civile, qui a été republié dans une version plus longue chez POL 10 ans plus tard, en 2019. En 2015, vous mêlez toujours texte et images dans Aux nuits, aux mes yeux, paru chez POL. Cette fois-ci, vous évoquez le Caire, de l'entre-deux-guerres aux années 70, à travers les grandes voix de la musique arabe. Et puis suivra en 2017 Ma très grande mélancolie arabe. Et puis cette année, donc, Mon port de Beyrouth. Je rappelle que vos ouvrages sont publiés chez POL. Et donc Mon port de Beyrouth, bien sûr, qui est consacré à cette explosion. Camille Amoun, vous êtes écrivain, par ailleurs spécialiste des questions de résilience et de durabilité urbaine.
Vous êtes né au Liban. Vous avez vécu 10 ans à Dubaï. Vous habitez aujourd'hui à Beyrouth, votre ville natale. Vous avez publié un premier roman, Ougarit, en 2019, chez Inculte, l'histoire d'un urbanologue, Ougarit Jérusalem, originaire d'Alep et chargé d'une mission complètement folle, trouver une âme à la ville de Dubaï. Et puis en 2020, vous avez publié, et on va en parler, un deuxième livre dans un tout autre genre, un récit dense, court, Octobre Liban, toujours chez Inculte, qui évoque la révolution d'octobre à travers une longue rue beyroutine que vous arpentez, une rue de plusieurs kilomètres. Alors, je voulais commencer avec la façon dont l'explosion finalement a surgi sous votre plume à tous les deux. Camille, Octobre au Liban était terminé quand l'explosion a eu lieu. Et le récit se terminait sur une invitation faite au lecteur à aller voir si à l'horizon, on allait trouver la naissance d'un peuple ou la mort d'un pays. Et puis votre éditeur, Alexandre Civico, vous a appelé après l'explosion. Et je vous laisse raconter la suite. Oui, alors à l'origine de ce livre, il y avait un désir d'abord de capter ce qui se passait en octobre 2019, de capter cette révolution et ce moment d'espoir inimaginable qui s'est produit. On n'espérait plus rien en octobre 2019 de ce pays, de ce gouvernement, de cette classe politique et même de la population libanaise qui pour beaucoup était devenue apathique et subissait plus qu'elle ne réagissait au système de corruption et à l'effondrement qui avait déjà commencé en fait dans ce pays. Et donc, à l'origine de ce livre, je voulais capter ce moment révolutionnaire. On pourra en parler si c'est un moment révolutionnaire ou pas, peut-être plus tard. Mais pour moi, ça l'est. Et donc, j'ai commencé à arpenter une rue pour capter ce moment et en racontant l'histoire de ce qui se passait dans cette rue. Et donc j'ai fini, oui, mon récit fin juillet. Je l'ai envoyé à mon éditeur, puis il y a eu l'explosion du 4 août. La dernière chose à laquelle je pensais après l'explosion, c'était me remettre à écrire. Mais mon éditeur m'a contacté et m'a dit cette rue dont tu parles et que tu arpentes dans ce récit, finalement, Camille, c'est le personnage principal du récit. Et je lui ai dit oui, et effectivement, et là, il est mort, le personnage principal. Et donc, je ne pouvais pas ne pas aborder cette question de l'explosion. Et donc, j'ai écrit une postface. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après l'avoir écrite, je n'étais pas en mesure de réécrire l'ensemble du livre. Mais après une lecture du livre, plus la postface, beaucoup de gens m'ont dit que, en fait, tout appelle l'explosion. Tout l'effondrement dont je parle dans ce livre appelle en fait ce cataclysme final qui est finalement la matérialisation en quelques secondes de l'incurie, l'arrogance, l'incompétence de la classe politique libanaise. Lamia Ziadé, c'est un peu la même question. Le 4 août, vous êtes à Paris. Et puis vous recevez ce message qui est le sous-titre de votre livre. C'est une malédiction, ton pauvre pays. Le journal Le Monde va vous proposer de témoigner à chaud. D'abord, vous dites non. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé entre ce non et ce livre ? Oui, le Monde m'a contacté le 5 août et j'étais vraiment complètement effondrée, en pleurs toute la journée. J'étais incapable de quoi que ce soit. Et en plus, ce n'est pas du tout mon truc de réagir à chaud sur des événements. Je n'ai jamais fait ça. Les 3 autres livres dont vous avez parlé tout à l'heure sont des remontées dans le passé, au minimum à 30 ans, quoi. J'aime vraiment avoir en général du recul par rapport aux choses dont je parle, et j'ai toujours peur de dire des bêtises, que sur le moment les sensations ne sont pas raisonnables, etc. Et du coup voilà, j'ai refusé. Et 2 jours après, j'ai rappelé Le Monde en me disant que c'était pas possible de refuser une telle chance, entre guillemets chance, pour parler du Liban et pour faire quelque chose de mon côté, parce que j'étais coincée à Paris. Tout ce que je faisais, c'était regarder les infos sur mon téléphone, et je pouvais pas aider les gens qui étaient là-bas, et j'ai trouvé que c'était un moyen
disons, me rendre utile. Je ne sais pas si c'est utile, mais en tout cas de faire quelque chose. Et au bout d'un mois, j'ai produit ces 15 pages dans Le Monde et je pensais vraiment m'arrêter là. J'étais certaine que voilà, j'étais toujours très mal un mois après et j'ai même pas pensé faire un livre, mais pas une seconde, jusqu'à ce que mon éditeur aussi m'appelle en me disant mais c'est pas possible de laisser un embryon de livre, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire ce témoignage et ça sera la conclusion des 3 autres livres en fait qui tous les 3 parlent de Beyrouth d'une façon ou d'une autre quoi. Et j'ai beaucoup hésité puis finalement j'étais toujours coincée à Paris, je culpabilisais beaucoup. Et j'ai vu ça comme une chance peut-être de me rendre encore une fois utile et pas de penser à autre chose parce que du coup, au contraire, j'ai dû me plonger encore plus dans les infos qui arrivaient et être plus en étant loin mais sur place, en regardant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., ce qui passait pour pouvoir en témoigner sans être là-bas et du coup, c'était à la fois plus douloureux parce que je bossais 24 heures sur 24, j'avais aucune échappatoire pour essayer d'oublier 5 minutes, mais aussi un soulagement à cause du résultat finalement, au bout de 6 mois. Je me demandais ce qu'avait signifié pour tous les deux écrire à ce moment-là. Vous avez un peu commencé à répondre, Lamia, parce que je pense qu'on imagine tous les scrupules de, en effet, réagir à chaud, de se dire qu'on n'a pas de recul, qu'il va y avoir trop d'émotions, que c'est vraiment pas le moment d'écrire. En même temps, vous avez tous les deux écrit, et je me demandais si finalement on pouvait pas poser la question autrement et se dire qu'est-ce que ça permet d'écrire tout de suite. Est-ce que c'est une question qui vous a traversé? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Mais, moi, comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce texte. Ce n'est que la postface, donc c'est beaucoup moins que ce que Lamia a fait et a consacré à l'explosion, justement. J'ai mis beaucoup d'émotions dans l'ensemble du livre, sur les moments d'espoir, les moments de désespoir, les moments de déception, sur la colère quand je décris la corruption du système à travers la forme qu'elle prend dans cette rue en particulier, qui est une phrase qui raconte cette histoire de corruption et la manière brillante dont la classe politique libanaise a conduit le pays à sa perte. Et quand j'ai dû écrire ce texte quelques jours après l'explosion, j'étais vraiment pas en état d'écrire. Et du coup, j'ai décidé que le seul moyen de pouvoir produire un texte sur cette explosion, c'est de n'y mettre aucune émotion et de décrire ce que j'ai vécu pendant les quelques minutes et les quelques heures et les quelques journées en fait qui ont suivi l'explosion le 4 août 2020 à 18h07. Et j'ai décidé d'écrire sans aucune émotion et ça a donné un texte en fait dans lequel une émotion ressort, c'est indéniable. Et donc d'une certaine manière, l'émotion est venue malgré le fait que je ne voulais pas mettre d'émotion dans ce texte parce qu'il y en avait trop à l'intérieur de moi et je ne voulais pas la sortir par l'écriture. Elle est sortie quand même. Alors moi, si je devais réécrire le livre maintenant, j'écrirais plus du tout le même livre parce que l'émotion que j'ai mise, moi, inversement, je suis beaucoup trop raisonnable et comment dire réservée pour pouvoir la reproduire aujourd'hui. Et je pense que d'écrire à chaud, ça a permis ça. C'est que là, quand je relis le livre, je me dis mais comment j'ai pu donner autant de larmes et de détresse et montrer autant mon émotion, ça ne me ressemble pas. Et je pense que c'était parce que c'était à chaud, c'était impossible pour moi mais parce que c'est plus long aussi que le livre de Camille, donc c'était vraiment un truc où je me suis laissée aller. Ça a duré 6 mois l'écriture du livre et dès la première page, c'est vraiment la cata. Même quand je le relis, je pleure et la plupart des gens qui l'ont lu me disent qu'ils ont pleuré, même s'ils ne sont pas libanais. Donc voilà, c'est l'avantage que je vois à écrire à chaud. Au moins, j'ai tenté ça une fois, mais j'espère ne jamais le recommencer.
Dans vos deux livres, il y a la question de la distance aussi vis-à-vis du port. Ça a été récurrent dans les témoignages, on le voit dans votre livre, Lamia. C'est dans votre postface aussi, Camille. Cette fameuse distance, nombre de Beyrouthins ont mesuré, ont pu dire ensuite j'étais à 600 mètres, j'étais à 800 mètres, l'appartement de ma mère était à telle distance. Lamia, donc vous étiez à Paris et en même temps on sent un attachement à votre pays bien sûr, mais aussi à ce port. Et ce port, vous l'avez beaucoup regardé, notamment dans votre enfance, puisque votre grand-mère avait une maison qui avait une vue imprenable sur ce port. Vous y avez vécu d'ailleurs, je crois, dans cette maison pendant 1 an, et vous dites que ce port c'est devenu une obsession, une passion même. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette distance entre vous à Paris et en même temps une proximité avec ce port depuis très longtemps en fait? Oui, du coup, donc la maison de ma grand-mère est à 650 mètres du port. J'ai mesuré aussi avec une vue directe sur les silos, sans aucun vis-à-vis entre la maison et c'est vraiment la vue du balcon avec les 3 arcades, c'est les silos. Et la maison a été complètement détruite le 4 août. Mais du coup, oui, mes parents aussi habitent le même quartier, donc très près du port. Enfin, c'est le quartier de mon enfance. Voilà, et chaque fois qu'on sort ou qu'on rentre du quartier, on passe devant le port de Beyrouth, etc. Mais j'ai d'autres liens avec ce port. Pour moi, ça a permis, ces autres liens familiaux, entre autres, ont permis des retours quand même dans le passé, ce que j'aime bien faire en général, et plonger un peu dans les archives et ressortir des histoires incroyables qu'on pensait oublier, etc. Et donc, mon autre lien avec le port, c'est que l'oncle de ma mère a construit le 3e bassin du port de Beyrouth. Le 3e bassin, c'est le bassin qui a explosé. C'est là où il y avait le hangar il était un directeur au conseil exécutif des grands projets. Et donc, il a construit le 3e bassin et les silos. Et du coup, je profite de ce lien pour raconter à travers lui, parce qu'il va être assassiné, lui, la première année de la guerre du Liban. Et je lis tout ça avec la corruption et le système politique libanais et l'histoire du Liban et certains présidents et certains ministres. Donc je reviens un peu en arrière sur l'histoire du Liban à travers cet oncle qui a un lien vraiment direct avec le port. Et après, j'ai beaucoup d'autres liens avec le port parce que le port était interdit c'était interdit de rentrer dans le port. Et j'avais réussi en 2013 à y passer une demi-journée. J'avais fait plein de photos que j'ai redessinées. J'ai dessiné mes propres photos dans le livre. Et j'ai notamment pris des photos debout entre les silos et le hangar numéro 12, celui qui a explosé, en filmant Beyrouth. Donc, j'ai ces photos-là. Et tout ça m'a beaucoup bouleversée parce que je ne les avais pas revues, re-regardées ces photos depuis l'époque, je pense, où je les ai prises. Depuis 2013, je les ai retrouvées dans mon ordinateur et de revoir tous ces immeubles que là, aujourd'hui, on voyait détruits, c'était quand même assez bouleversant. C'est vrai que dans vos livres, on a le présent de l'explosion, de la révolution, mais il y a aussi, bien sûr, une forme de mise en perspective. Vous venez d'en parler avec vous dans ce livre. On retourne dans les années 60. On retourne aussi à un autre 4 août dont on va parler, le 4 août 1970. Camille, vous aussi, il y a forcément, dans Octobre au Liban, il y a une mise en perspective historique, c'est-à-dire que vous arrivez à la fois à nous... vous marchez dans Beyrouth, vous donnez à voir cette révolution, et en même temps vous regardez Beyrouth, cette si vieille ville, et vous arrivez à distinguer les strates de l'histoire. C'est aussi votre façon d'écrire et de rendre intelligible finalement ce qui se passe aujourd'hui. Oui, alors cette rue que j'ai arpentée pour écrire ce livre est extrêmement riche en fait. Elle raconte énormément d'histoires liées à l'histoire du Liban, à l'histoire des Libanais, à l'histoire de Beyrouth, et ce n'est finalement
qu'un ou deux de ces aspects que j'ai développés dans ce petit livre, surtout qu'il était vraiment lié à la Révolution. Mais effectivement, quand on passe donc du début jusqu'à la fin de la banlieue nord-est de Beyrouth, là où il y a le rond-point de Daoura et les deux grandes décharges, jusqu'au centre où on arrive et la rue s'arrête devant le siège du gouvernement qui est le Grand Sérail, on traverse des zones extrêmement denses, polyglottes. On y parle arménien, arabe bien sûr, français, arabe, français, anglais, des populations qui ont des histoires complexes, différentes, une stratification sociale, architecturale, urbaine. Et puis tout d'un coup, on arrive vers le fameux centre-ville de Beyrouth, qui est censé être le cœur battant de la ville, et là, plus rien. La rue se tait, plus aucune langue n'est parlée, puisqu'il n'y a plus personne. Et on est dans le centre vide, que j'appelle le centre vide, qui a été détruit en 90 rasé par son entreprise de reconstruction. Alors le centre-ville a été détruit, justement, j'ai fait le petit lapsus, en 1975 par la guerre civile, mais il a été rasé par son entreprise de reconstruction en 1990. Et donc là, plus rien. La ville se tait, la ville n'existe plus. Et moi, ce centre-ville, vu que je suis né en 75, donc l'année où il a commencé à être détruit par la guerre civile, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai connu qu'à travers des histoires que des gens à peine plus âgés que moi m'en ont rapporté avec une grande nostalgie. Peu de photos, quelques photos, mais aussi des villes, des centres-villes de villes que j'ai découverts dans le bassin de la Méditerranée qui pourraient ressembler et rappeler un peu ce centre-ville. Et donc, c'est à travers ces informations-là que je lis cet immense parking qui est devenu le centre-ville de Beyrouth. Alors, si on reprend vos livres et on y entre un peu plus en détail, Lamia, ce qui est marquant dans votre livre, c'est que les informations vous parviennent par les réseaux sociaux. En fait, vous êtes sur les réseaux sociaux continuellement toute la journée parce que les images arrivent, les photos arrivent, les informations arrivent. Et vous dites ceci: depuis les révoltes d'octobre 2019, c'est le moyen le plus efficace d'être informé. Chaque Libanais est une agence de presse à lui seul et les nouvelles se transmettent à la vitesse de l'éclair. Alors, c'est beaucoup d'images. C'est beaucoup de visages, c'est beaucoup de noms. On sent que c'est important pour vous de nous redonner ces visages. Il y a un chapitre dédié aux héros, il y a un chapitre dédié aux victimes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce matériel finalement qui vous arrive par les réseaux sociaux et qui est au cœur de votre livre ? Oui, en fait, c'est un seul réseau social, c'est Instagram, donc c'est vraiment très visuel, beaucoup d'images. Et c'est là que je dis que les Libanais sont chacun une agence de presse à lui seul, c'est WhatsApp. C'est-à-dire que les Libanais fonctionnent par groupes familiaux ou amicaux ou professionnels, etc. Et s'envoient les informations et des images, etc. C'est un autre emploi qui en est fait, je pense, par rapport à ici. Et oui, donc du coup, je regardais, c'est par mon téléphone uniquement là que j'ai eu toutes les infos, les photos, et je n'ai pas regardé la télé. Oui, et c'est vrai que les visages, c'est ce qu'il y avait de plus bouleversant, quoi, parce qu'ils ont commencé à apparaître petit à petit. Au fur et à mesure que les corps étaient trouvés, voilà, notamment il y en a qui sont devenus un peu des icônes de ce 4 août, spécialement les pompiers, les 9 pompiers et l'infirmière qui faisait partie de la brigade de pompiers. Elle, c'est vraiment le premier visage qui est apparu, et en plus, comme elle est très belle, elle a été pendant les 6 mois où j'ai travaillé sur le livre, son visage a continué à apparaître dans chaque fois des nouvelles photos, à ses fiançailles, à Noël, à son anniversaire, etc. Et c'était à la fin, on connaissait presque sa vie. Il faut dire qu'elle a transmis, elle aussi, des documents. Elle est au cœur du drame parce qu'elle est la dernière elle est même la seule à avoir fait un film pendant que les pompiers essayaient de rentrer dans le hangar. Elle a filmé avec son téléphone et elle a tout de suite envoyé la vidéo à son fiancé. Donc avant l'explosion, au moment de l'incendie, en fait.
Et elle a fait la fameuse photo où on voit 3 hommes en train de forcer la porte et qui a fait le tour du monde. C'est elle qui l'a prise aussi. Et en même temps, elle était au téléphone avec son fiancé, elle lui racontait... voilà. Au moment de l'explosion, elle lui parlait et voilà. Donc elle, c'est un des personnages. Sinon, il y a aussi les 4 infirmières qui sont mortes à l'hôpital orthodoxe. Leur visage a beaucoup circulé. 4 très jeunes et jolies femmes. Il y a la petite fille, le petit bébé aussi. Enfin, il y a des personnages comme ça qui sont devenus des icônes. Le garçon de 15 ans, Elias, aussi. Donc, évidemment, ces personnages-là, je les ai illustrés. Enfin, j'ai reproduit les portraits qu'on a trouvés le plus souvent sur... c'est toujours la même photo, en fait. Voilà. Et sinon, j'ai aussi dessiné des parfaits inconnus... parce qu'il y a eu des tas de visages. Après, on ne savait même pas presque les noms ou pas. Et voilà, j'ai fait beaucoup ça. Dans le livre, vous inversez un petit peu la lecture qu'aujourd'hui, malheureusement, on a souvent quand un événement nous arrive. Et là, c'est la vidéo de l'explosion qui nous est arrivée, c'est les images, etc. Dans le livre, on vous lit avant... de voir les images. Il y a une inversion comme ça qui est une façon d'appréhender l'événement qui est moins choquante, on va dire, et plus douce. Et en même temps, on regarde vos images avec une forme de silence encore plus profond, du silence de la lecture qui est habituel. Mais en fait, j'ai dit que le plus bouleversant, c'était les visages, mais je crois que non. Dans mon livre, le plus bouleversant, c'est les visages, mais je crois que moi, ce qui m'a le plus bouleversé, c'était vraiment Beyrouth détruite, parce que d'abord, c'était les premières images, et elles sont très impressionnantes. Et c'est vraiment, comme je vous disais, le quartier que je connais très bien et proche. Et ça, c'était vraiment terrible. Sauf que là, bon, ça commence à être reconstruit. Donc, c'est comme quoi le temps joue en faveur de certaines choses. Donc, du coup, moi, je retiens que c'était les visages qui étaient bouleversants. Mais sur le moment, c'était de voir les silos détruits. C'était vraiment, vraiment terrible. C'est comme une fin du monde, quoi. Camille, vous étiez à Beyrouth à ce moment-là. J'ai réécouté le podcast qui a été fait pour les rencontres d'Averroès l'année dernière. Vous racontez que marcher, déambuler dans la ville, ça vous permet de mettre en branle votre réflexion. Ça vous permet d'écrire, de marcher. Et dans Octobre Liban, ce que vous nous racontez aussi à propos de cette révolution, et qui est très belle en cela, c'est que vous parlez des places et vous nous racontez que les révolutionnaires se sont réappropriés des quartiers de la ville. Vous dites que la révolution a fabriqué de la ville, que la révolution a fabriqué de l'espace public sans rien détruire. C'est juste réoccuper un endroit, y parler, y débattre. Alors forcément, avec ces deux choses-là, je me dis que peut-être vous êtes retourné marcher après l'explosion, peut-être dans cette rue, peut-être que donc vous étiez au milieu du désastre, et je me demandais si cette réflexion habituelle que vous avez en marchant, est-ce qu'elle s'est quand même déclenchée? Quelle a été, comment s'est passé, si vous voulez bien partager ça avec nous, le retour sur ces lieux-là? Alors, la destruction de ces quartiers, c'était vraiment, comme Lamia le disait aussi, ce sont des quartiers, c'est vraiment les quartiers d'une longue stratification sociale, mais aujourd'hui aussi, c'était les quartiers de la jeunesse, de la créativité, du cœur battant, culturel, intellectuel, même économique de Beyrouth. Et leur destruction, je crois que nous tous, on l'a vécu vraiment comme une amputation. Alors, je ne suis pas directement descendu juste après l'explosion, mais j'étais pas loin non plus. Je crois que tous, comme vous le disiez, après l'explosion, on a été voir sur Google Maps à combien de kilomètres ou combien de mètres on était de l'explosion du hangar numéro 12. Mais donc, j'étais dans un appartement à quelques 800 mètres de l'explosion. Je suis descendu dans la rue quelques minutes après.
pour aller voir dans un autre appartement si les gens allaient bien, des proches, ils allaient bien. On ne savait pas ce que c'était sur le moment. On a tout de suite pensé à un attentat, parce qu'on a une longue histoire d'attentats à la voiture piégée au Liban. On a une longue histoire de bombardements aussi aériens sur la ville. Et donc, ces drames-là sont ponctuels. Ils sont dans une rue, dans un quartier. Et quand je suis descendu, j'ai réalisé que la rue où j'étais était dévastée. Le sol était jonché de bris de verre. Donc, le sol était blanc. Toutes les alarmes hurlaient, les alarmes des boutiques, des voitures. Il y avait un son strident. Et j'ai marché pour aller vers cet autre appart qui était à 300-400 mètres plus loin, donc quelques minutes de marche. Et je marchais, et chaque rue qui suivait était dans le même état de délabrement que la précédente. Et je me suis dit, c'est fini, c'est toute la ville, on a tout perdu. Et je ne savais pas où ça s'arrêtait. Où cette destruction s'arrêtait, de rue en rue, le même degré de destruction, de délabrement, de bris de verre par terre qui crissaient sous nos pas, de gens qui sortaient hagards des maisons ensanglantées. Je l'écris aussi, les pharmaciens qui ont fait un super travail immédiat, même blessés, ils sont sortis de leur pharmacie détruite pour soigner les gens rapidement sur les trottoirs, les rediriger vers les hôpitaux qui, pour la plupart, étaient aussi totalement détruits et pris d'assaut par des blessés graves. Et donc c'était vraiment, comme Lamia le disait, c'était la fin du monde, c'était vraiment apocalyptique. En marchant, c'était impossible de savoir où la destruction, où cette béance, où elle s'arrêtait. C'était vraiment écrasant comme sentiment de détresse, de douleur, de tristesse, de peur, en fait, de peur. Je voulais reparler un petit peu de ce retour que vous faites, Lamia, dans l'histoire. Parce que vous posez plein de questions dans ce livre, vous réfléchissez, vous demandez comment on en est arrivé là. Vous vous mettez aussi dedans les différentes générations. Alors, si je retrouve la page justement où vous posez ces... Que s'est-il passé après la guerre? Pourquoi avons-nous tout raté, tous ensemble? Pourquoi la société tout entière a-t-elle failli, pressée de s'adonner aux plaisirs superficiels, aux jouissances faciles, à la légèreté, au luxe qui lui est servi sur un plateau par une classe politico-financière corrompue jusqu'à la moelle? Pourquoi avons-nous accepté tous ce système qu'on soupçonnait être mauvais, sans chercher à résister, ni à nous poser les questions dont les réponses auraient pu déranger notre confort, notre contentement, certains par intérêt, d'autres par aveuglement, d'autres pour ne pas jouer les rabat-joie et les moralisateurs, par inconscience? Et vous continuez ce fil de questions. Et puis après, vous vous dites quand même peut-être qu'il y en a qui n'ont pas cédé si facilement. Et vous parlez de votre père. Est-ce que vous pouvez nous reparler justement peut-être de ces années 70 où vous pointez un moment où c'est le début de la fin, même si la fin c'était peut-être justement cette explosion dans le port de Beyrouth, mais où finalement la classe politique commence à profiter d'un système de corruption qui va se mettre en place. Oui, alors je ne suis pas historienne, donc je vois les choses comme... non, mais je précise que dans le livre, je prends des libertés, des raccourcis que je peux me permettre justement parce que je ne suis pas historienne. Donc c'est ma lecture très partielle et partiale et je l'assume parce que c'est pas un livre d'histoire. Et du coup, je lis cette élection de 1970 où un homme qui était, disons, un peu que moi je vois, et je ne suis pas la seule, beaucoup de gens pensent ça, comme une espèce de chance pour le Liban, parce que c'était un homme qui avait été président de la République 2 mandats plus tôt,
qui a été... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué et long pour le public qui ne connaît pas, mais disons que cet homme a été écarté. C'est sous son mandat qu'a été construit le port de Beyrouth, les silos et le troisième bassin. C'est lui qui a toutes les grosses infrastructures du Liban, l'électricité, etc. Beaucoup de choses lui sont dues, des réseaux de routes, etc. Et c'est un homme très intègre et excessivement honnête. C'est important de le rappeler parce que chez nous, c'est pas forcément. Depuis qu'il n'est plus là. Bon, bref. Et dans cette Fouad Chehab, et dans cette élection, il a été écarté par toute cette classe féodale de leaders politiques qui sont des chefs de clan au Liban, dont plusieurs noms se retrouvent encore aujourd'hui, c'est les mêmes, au profit d'un espèce de personnage donc qui va devenir le président en 1970, qui était poursuivi pour meurtre, qui s'était réfugié en Syrie, etc., qui est Slimane Flangier, je dis son nom aussi. Et la classe politique l'a élu parce qu'il promettait de maintenir ce système politique de privilèges qui favorisait la corruption, ce que Fouad Chehab voulait arrêter. Il avait dit que s'il était élu, il ferait des réformes pour changer le système, etc. Donc voilà, je lis ça. Je sais plus pourquoi on est parti. C'était quoi oui, c'est ça. Et donc c'était la lettre de Fouad Chehab disant qu'il renonçait est une lettre qui est devenue un document historique mythique parce que c'est une lettre où il explique que c'est impossible pour lui de gouverner cette classe politique et il en énumère les tares dans cette lettre et cette lettre a été publiée dans le journal un 4 août 1970. Donc, j'ai fait voilà. Est-ce que vous avez songé tous les deux à un autre 4 août français, celui de 1789, qui est l'abolition je savais pas, moi, que c'était c'est l'abolition des privilèges, donc je pense que ça peut donner espoir pour le coup. Peut-être la semaine prochaine, parce que la tension monte tellement que le 4 août prochain, il semble que ça bouillonne et que les gens vont redescendre dans la rue. Il faut l'espérer en tout cas, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre solution à part la contestation populaire et l'organisation d'élections législatives l'année prochaine. Donc oui, peut-être que le 4 août prochain sera le 4 août de l'abolition des privilèges. Ouais, c'est mon côté un peu optimiste. Il fallait qu'on trouve quelque chose quand même pour sourire un peu aujourd'hui par rapport à ça. Peut-être Camille, est-ce que vous pouvez revenir quand même sur ce système de corruption généralisée, qu'on comprenne ce que c'est. Je lis juste un passage de votre livre. La corruption au Liban est fine, intelligente, ingénieuse, géniale. Elle te prend en otage tout en te faisant croire qu'elle t'est indispensable. Elle te trompe, elle t'endort, elle t'enlace dans une intrigue dont elle te donne l'illusion que tu es l'acteur principal. Systémique, elle te dessaisit de ta citoyenneté, elle fait de toi un client. Et un peu plus loin, vous écrivez « Elle est partout, elle altère tout, la forme de la ville, l'élévation d'un trottoir, le positionnement d'un panneau, l'éclairage d'une rue, la composition de l'air, la couleur du ciel. » Ce système-là, il s'est écroulé sur lui-même et en même temps, il est quand même toujours là. Il y a quelque chose qui ne s'est pas détruit dans tout ça. Il y a une classe politique qui reste accrochée, je ne sais comment, au pouvoir. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Oui, alors le système politique libanais est très complexe. On ne va pas le décrire là en quelques minutes, mais c'est un système, c'est un accord entre différentes communautés auxquelles progressivement se sont alignés des partis politiques. Donc aujourd'hui, c'est un groupe, on a une oligarchie au pouvoir qui représente des partis politiques, mais aussi qui se divise sur des lignes communautaires. Et ça s'est transformé à partir de 2008 pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir maintenant, mais à partir, un peu. En 2005, de grandes manifestations conduisent à la sortie de l'occupation syrienne, de l'armée syrienne du Liban. Premier gouvernement
démocratique, où il y a un semblant de démocratie qui commence à naître, avec une opposition parlementaire et une majorité qui gouverne. Ce gouvernement prend des décisions qui ne plaisent pas à l'opposition. L'opposition descend dans la rue avec ses hommes armés et fait ce qu'on a appelé, ce qui est en fait un coup d'État. Et depuis 2008, pour éviter une deuxième guerre civile, il y a eu un accord où tous les partis qui sont présents au Parlement se retrouvent au gouvernement. Ça s'appelle des gouvernements d'union nationale, mais c'est loin d'être des gouvernements d'union nationale. C'est là que vraiment toute la classe politique s'est constituée en une oligarchie, en un cartel qui est en permanente compétition, concurrence, collaboration entre eux. Donc dès qu'il y a un nouvel entrant, ils se liguent contre lui. Quand ils sont plus tranquilles, ils s'attaquent les uns les autres. Et c'est comme ça qu'ils se sont transformés en classe politique extrêmement résiliente. En 2015, donc après 2005, avec les grandes manifestations contre la présence syrienne, après 2008, avec cette mini-guerre civile et ce coup d'État qui a transformé le système politique en oligarchie, il y a eu la crise des déchets en 2015, qui est importante, parce qu'en 2015, l'échec de la classe politique à gouverner le pays s'est manifesté dans la rue à travers des déchets qui se sont accumulés et qui ont commencé à pourrir et à être brûlés. Et c'est là qu'il y a eu de premières grandes manifestations populaires contre l'échec de la classe politique dans son ensemble, qui était visible physiquement. Et c'est en fait les premières grandes manifestations populaires au Liban qui n'ont pas pu être récupérées parce qu'elles n'étaient pas récupérables par les partis politiques au pouvoir. Et c'est là qu'a commencé à naître une société civile politique qui s'est commencée à se politiser et à s'organiser en parti politique et qui a commencé à participer à des élections pour prendre la place, pour s'opposer à la classe, à l'oligarchie traditionnelle. Et c'est là que l'oligarchie, que le voile est tombé et que progressivement, on a vu à plusieurs échéances électorales, l'oligarchie traditionnelle, malgré leurs pseudo-désaccords, ils ont commencé à s'allier contre ce nouvel entrant qu'était la société civile politisée libanaise. Et cette société civile a atteint une maturité politique entre octobre 2019 et aujourd'hui, où elle s'est réellement organisée en opposition extra-parlementaire, extrêmement diverse, parce que justement la démocratie n'est pas au Parlement, la démocratie est en dehors du Parlement, elle est dans la rue, elle est dans les forums, elle est dans tous ces partis, ces groupes politiques qui se sont formés ou donc à la faveur d'octobre 2019, mais aussi depuis 2015. Et le grand défi de cette opposition extra-parlementaire, c'est de réussir à s'allier à travers des alliances électorales, pas nécessairement politiques, parce qu'elle est diverse, ce qui fait sa force, mais aussi sa faiblesse, pour rentrer au Parlement et amener ce débat-là, ce débat démocratique, le faire rentrer au Parlement. Et c'est le grand défi des prochaines élections, mais la classe politique libanaise a beaucoup de ressources, elle est extrêmement résiliente, elle a beaucoup de leviers, locaux, communautaires, identitaires, financiers, internationaux, qu'elle va activer les uns après les autres pour se maintenir au pouvoir. Lamia, alors autant le livre de Camille part de la révolution pour arriver à l'explosion, autant vous partez de l'explosion et puis à un moment vous vous souvenez de la révolution de 2019 parce que vous étiez à Beyrouth en novembre de 2019, vous avez suivi, vous étiez aussi dans la rue. Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter finalement ce que vous retenez de ce moment-là qui a été synonyme pour vous d'espoir et en même temps j'ai été marquée par le fait qu'il y a quand même des réminiscences de la guerre qui vous est revenue à ce moment-là, dans cette ambiance, dans cette effervescence. Il y a les souvenirs de la guerre civile qui sont un peu réapparus. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre expérience Oui, parce que en octobre et novembre 2019, une des caractéristiques de cette révolution, c'était de bloquer les routes avec des pneus qui brûlaient, etc. Et notamment le ring de Beyrouth, qui est la fameuse voie rapide qui lie l'est à l'ouest de la ville. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui rappelle la guerre. J'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle parce que pendant toute la guerre, le ring pendant les 15 années de guerre, il était impraticable. Et très souvent, d'autres routes au Liban étaient barrées. Tout ça, c'est surtout sur ce sujet-là
que ça m'a rappelé la guerre, pas sur tout ce qui concerne la révolution, mais je pensais que c'était important que la révolution soit présente dans mon livre, parce que j'ai mis ça à la fin du livre parce que comme Camille, moi je pense que c'est notre seule chance, c'est que ça aboutisse à quelque chose et que ce n'est pas terminé. Et comme lui, j'espère que le 4 août, voilà, il va se passer quelque chose et que ça va reprendre, etc. Donc, je pensais que c'était important que ce soit dans le livre et aussi parce que j'ai adoré ces jours-là d'octobre-novembre. C'était exaltant, quoi. C'était vraiment magnifique. Et le centre-ville de Beyrouth n'était plus un parking comme l'a décrit Camille, mais il a recommencé à ressembler à ce qu'il était avant la guerre, c'est-à-dire un endroit populaire avec des marchands de barbe à papa, de maïs, etc. C'était festif, c'était sympa, et voilà. Je vais peut-être ajouter un mot sur le ring. Oui, effectivement, le ring, c'était un peu le checkpoint Charlie de Beyrouth entre l'Est et l'Ouest. Il a été réinvesti par les révolutionnaires comme aussi un symbole de réunification de la ville. Par contre, là où il y a eu des clashs entre des jeunes des quartiers Est et Ouest, c'était des clashs qui étaient fomentés par la classe politique pour justement faire peur aux Libanais qui étaient dans la rue et leur dire « Attention, 75 est là, c'est pas fini, vous revenez chez vous, rentrez chez vous. Si vous ne rentrez pas chez vous, c'est la guerre civile. » Et les gens ont refusé ça. Les gens ont refusé ça, ils ont dit on n'a plus peur, il n'y a pas de guerre civile. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont dit que le 17 octobre 2019, c'est la vraie fin de la guerre civile libanaise qui a commencé en avril 75. Vous me devancez, j'allais lire justement ce passage de votre livre où c'est une des belles pages de ce que vous nous racontez. Avec cette révolution, c'est qu'il y a une peur qui tombe. Vous écrivez, cette peur qui tombe aujourd'hui, c'est la peur de l'autre. C'est la peur de soi-même, c'est la peur de la guerre civile si ingénieusement distillée par l'oligarchie libanaise. Plus jamais 1975, le 17 octobre 2019, marque la fin réelle de la triste et longue guerre du Liban. C'est dire si cette révolution a eu des résultats, qu'elle est encore là. Je voulais encore évoquer 2 points avec vous et peut-être qu'on aura le temps de vous laisser aussi le temps pour des questions. Sur la question de l'espoir aujourd'hui par rapport au Liban. Lamia, vous terminez en évoquant des élections qui se sont passées dans les universités. Et ça vous donne de l'espoir. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, alors moi, j'ai aucun espoir. Je suis très, très pessimiste. Donc, j'essayais à la fin du livre de trouver des choses un peu qui me redonnaient de l'espoir. Et c'est vrai que ces élections des délégués des étudiants dans toutes les facultés et universités libanaises ont tous, dans toutes les universités, ont été remportées par des élèves issus de la société civile, issus de cette révolution, alors que ce n'était jamais le cas dans toute l'histoire du Liban, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. C'était toujours les partis qui se partageaient tous les sièges de délégués dans ces universités. Donc, et comme c'est en plus les jeunes, pour moi, c'est un vrai signe très fort. Et aussi les élections des syndicats, des avocats, ingénieurs et je ne sais plus quoi aussi, c'est là, ont aussi été remportées par des candidats issus de la Révolution. Les ingénieurs, c'est très récemment, et c'est le papa de la petite fille, Alexandra, qui est morte dans l'explosion, qui s'est présenté et qui a été élu, entre autres, parce qu'il n'est pas seul. Tous les sièges, je crois, ont été remportés par... grande majorité. Ouais. Et ces élections montrent, c'est surtout des élections d'il y a 2 semaines, les élections syndicales des ingénieurs, même si elles n'ont pas de portée nationale, elles montrent qu'on peut gagner contre la classe politique libanaise, et 2, que ce que j'appelle l'opposition extra-parlementaire, malgré son immense diversité qui est saine, mais qui pose problème au niveau de l'alliance, ont réussi
à s'allier. De la droite à la gauche, en passant par le gros centre, ils ont réussi à s'allier sur des listes communes. Et qu'en faisant ça, ils ont réussi à balayer les partis traditionnels. Ça me fait penser à quelque chose qui est très beau dans votre livre. On n'y fait pas trop attention au début, puis comme le mot revient, on y fait attention et ça finit par être très émouvant. Camille, c'est que quand vous parlez des révolutionnaires, vous dites toujours les gens. Parce qu'il y a cette question quand même de la citoyenneté au Liban. Et là, de dire les gens, c'est cette idée-là que vous dites qu'il y a quelque chose qui est transcendé et qui est très, très important pour une future société plus égalitaire, plus libre, démocratique. Oui, les gens. Oui, j'ai utilisé les gens parce que le peuple libanais, ça ne veut rien dire. Déjà, c'est une entité mythique, mythologique, qui aujourd'hui, surtout au Liban, où il n'y a pas d'État, mais il n'y a pas de citoyenneté. On a fêté le centenaire l'année passée du Grand Liban. Il n'y a ni État, ni peuple. Il y a des gens. Et là, pour la première fois depuis longtemps, ou la première fois tout court, en fait, les gens se sont retrouvés dans la rue en tant qu'individus et ils ont fait collectivité. Il n'y a pas de passé commun au Liban. Les différents groupes sociaux libanais, communautaires, politiques, etc., même au sein de la population, ne sont pas d'accord sur l'écriture de l'histoire depuis l'indépendance, depuis 1946, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Il y a chaque groupe a ses héros, chaque groupe a ses martyrs qui sont en total désaccord et complètement incompatibles. Cette histoire reste à écrire. Et pendant ces 3 mois de ce moment révolutionnaire qui a duré 3-4 mois en octobre 2019, eh bien, ces gens-là se sont retrouvés dans la rue, ont eu un passé commun et ont eu aussi un avenir parce qu'il y a eu de l'espoir. Alors que aujourd'hui, malheureusement, de nouveau, on a l'impression que le passé s'est effrité et que l'avenir est vraiment obscur. La seule fenêtre, ce sont ces élections qui devraient être, selon le calendrier constitutionnel, organisées en 2022. Mais la vraie question, c'est est-ce que la classe politique libanaise va daigner les organiser et comment ? C'est aussi ça le problème. Alors une dernière question sur la question justement de la mémoire, la question de l'archive. Votre livre, Lamia, fait mémoire, fait archive à sa manière. C'est quand même une grande question au Liban, en effet, que d'arriver à écrire son histoire. Et je crois que c'est quand même pas la première fois que des artistes essayent de participer à ça à leur façon. Il y a aussi il y a pas que des écrivains, il y a aussi des cinéastes qui s'emparent de cette question-là, de la mémoire du Liban, qui essayent de lui donner une forme finalement. Est-ce que vous pensez que l'artiste a sa part à faire sur cette question-là au Liban, que c'est important ? Oui, au Liban et ailleurs, je pense. Mais peut-être qu'au Liban, comme on n'a pas, ou dans le monde arabe en général, d'ailleurs, je dirais plutôt qu'au Liban, ces questions de l'archivage ne sont pas prises en main par des États, des gouvernements, des mairies, je ne sais pas, comme en Occident. Et peut-être que du coup, on s'investit plus dans ce travail-là. C'est vrai que beaucoup d'artistes ou des fondations, beaucoup font ça. Oui, peut-être que je sais pas. Ouais, Camille, est-ce qu'il y aura un autre livre comme Octobre Liban parce que en tout cas, moi, je l'espère. Je me dis que votre phrase à elle toute seule, en tout cas la phrase que vous employez dans ce livre-là, parce que vous avez aussi vos livres de romanciers, elle est archive peut-être à elle toute seule aussi, dans le sens où elle parle du présent, elle attrape des strates de l'histoire, elle donne à comprendre. Alors, j'espère ne pas m'arrêter d'écrire. Et effectivement, disons la méthode, ou ce qui m'inspire, ce qui me permet d'écrire, c'est effectivement d'arpenter la ville. Et automatiquement, quand on marche dans une rue et qu'on rentre chez soi et qu'on transforme cette marche en texte, automatiquement, on est en train d'archiver. On est en train de décrire ce qu'on voit, mais aussi de digresser pour raconter d'autres histoires et revenir à la rue. Donc la rue finalement, c'est la transformation d'un texte urbain, d'une phrase urbaine, en texte littéraire. Et je crois que je ne sais pas écrire autrement et que quoi que j'écrive, ce sera selon cette méthode et marcher pour écrire.
Je crois qu'il nous reste quelques minutes et un micro peut circuler pour que vous puissiez poser vos questions à Camille Amoun et à Lamia Ziadé. N'hésitez pas. Oui, alors, le micro n'arrive pas. Bonjour à tous, bonjour Lamia, bonjour Camille. Oui, j'ai deux questions en fait. Une histoire, un récit, on a besoin d'images, de points saillants qu'on retient. Vous avez posé des jalons. Par exemple, ici en France, pour illustrer le mouvement des Gilets jaunes, on a expliqué ça par la hausse du combustible. D'ici de France, moi j'ai retenu que la révolution, un des points déclencheurs, c'était la hausse de la taxe WhatsApp, par exemple. Alors, est-ce que sous ça, c'est vrai? Ces images ont certainement une vérité, un fond de vérité, mais j'imagine que la révolution, elle fermente, elle demande des années de maturation. Donc on retient des images, mais néanmoins, ce sont que des points saillants. Alors ça, c'est la première question. Je ne sais pas si j'ai été vraiment bien clair. La deuxième question, j'aimerais connaître votre point de vue sur... alors je ne sais plus qui a dit ça, Lénine ou Trotsky. Pour qu'une révolution ait lieu, les conditions sont que ceux d'en haut ne veulent plus du système, ceux d'en bas n'en peuvent plus. Voilà, je voudrais avoir votre sentiment à ce propos. Alors c'est vrai que la révolution a été, ou disons le premier mouvement en octobre 2019, l'étincelle, si vous voulez, c'était une augmentation d'impôts. Mais quand on augmente les impôts, on fait des manifestations. On ne fait pas de révolution. Donc s'il y a eu révolution, et on peut discuter du mot, mais c'était vraiment une révolution dans tous les sens du terme, c'est parce qu'elle était en maturation et en bouillonnement depuis au moins 20 ans. Donc il y a eu des manifestations, mais qui se sont transformées en révolution politique parce qu'il y avait tous les éléments nécessaires pour que ce soit une révolution qui conteste pas une décision politique sur une hausse d'impôts, mais un système corrompu qui capte les richesses du pays depuis des décennies, en fait. Et ça répond peut-être, si je fais le pont sur la deuxième question, que les gens d'en bas n'en puissent plus, c'est clair, et c'est pour ça qu'ils sont descendus dans la rue, c'est pour ça qu'ils y sont restés, c'est pour ça qu'ils se sont transformés en groupe politique, et pas seulement en groupe contestataire d'une décision politique. Maintenant, est-ce que la classe politique n'en veut plus? Ce qui est évident, c'est que la classe politique n'y arrive plus. Donc, le système confessionnel, communautaire, politique libanais, mais aussi le système économique et financier sur lequel s'est construit le Liban pendant ces 40 ans est épuisé, il est rompu, il est cassé, il n'existe plus, il ne fonctionne plus, il ne refonctionnera pas, il n'y aura pas de restauration de l'ancien régime ou de l'ancien système économique et financier, c'est impossible. Malheureusement, encore aujourd'hui, rien de nouveau, comme le disait Lamia, je crois, où elle le dit, rien n'émerge, rien de nouveau n'émerge. Et c'est dans ce moment-là que tout s'effondre. Et donc, il faut que quelque chose émerge, et je reviens aux élections et à une certaine sagesse de l'opposition extra-parlementaire pour s'organiser en coalition et proposer une réelle alternative. C'est en train de se faire, mais ça va prendre du temps, et l'oligarchie politique au Liban a encore plein de leviers pour faire capoter un tel mouvement et se maintenir malgré tout, malgré l'effondrement, malgré l'épuisement du système au pouvoir. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a deux autres questions. Le micro arrive. Oui, bonjour. J'étais à Beyrouth en décembre dernier et j'ai pu constater un peu l'état émotionnel et moral des gens. Et j'ai aussi une amie libanaise qui vit à Beyrouth et qui pense que les gens ont oublié qui ils étaient.
Donc il y a une espèce de notion d'identité. Donc au fil des centaines d'années, ou peut-être plus récemment, quelque chose c'est un peu désagrégé dans une... alors j'ose pas l'appeler identité libanaise, mais en tout cas dans le bassin culturel, des choses ont complètement changé. Donc je voulais avoir un peu votre opinion là, sur cette idée que les gens ont oublié qui ils étaient. Je sais pas, toi comme tu habites à Beyrouth, peut-être que c'est plus... Moi j'ai l'impression que dans le monde entier, les gens ne savent plus qui ils sont, mais il se passe des trucs partout, là c'est un peu... Mais par rapport à Beyrouth, je sais pas... Par rapport à Beyrouth, je sais pas non plus, c'est une question difficile, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être que pendant ces 3 mois-là, de moments, d'octobre 2019 à janvier-février, peut-être que les Libanais se sont rappelés qu'ils pouvaient faire quelque chose et qu'ils étaient quelqu'un avec qui pouvait avoir un passé commun et qui pouvait avoir un avenir commun dans un pays qui fonctionne. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi dans la crise actuelle qui est catastrophique, et l'explosion n'est que l'un. On a beaucoup parlé de l'explosion, mais ce n'est que l'un des symptômes de l'échec de la classe politique à diriger ce pays. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus lents, et qui rongent en permanence les gens dans leur vie quotidienne, qui fait que oui, peut-être qu'on oublie quand on doit faire la queue pendant 6 heures pour remplir de l'essence, quand on n'a plus les médicaments qu'on cherche en pharmacie. Comment se rappeler qui on est? On revient à des impératifs de survie, même pas quotidiens, c'est heure après heure. Est-ce qu'on va réussir à l'heure prochaine avoir nos médicaments, notre essence pour aller au travail, ou s'il y a encore un travail? C'est vraiment, c'est difficile de penser à qui on est quand on est réduit à une temporalité infra-quotidienne, en fait. Peut-être qu'elle voulait aussi dire que en revenant sur notre passé, notre histoire, même avant la guerre, cette explosion et cet effondrement surtout, remettre tout ça en question, c'est-à-dire même de quoi était composé le Liban avant. Donc c'était peut-être un mirage, on peut avoir ce sentiment, ça peut être une explication. Il y avait une autre question au fond, là-bas. Est-ce que dans le fait que l'émergence de quelque chose de nouveau soit difficile, ce que Camille évoquait tout à l'heure, est-ce que dans la difficulté à articuler une demande, au fond, une demande précise, et à mettre en œuvre quelque chose, vous voyez, et au fond, c'est quelque chose qui est propre à tous les soulèvements, à beaucoup des soulèvements arabes auxquels on a assisté. Est-ce que vous voyez dans cette difficulté-là le signe d'une radicalité qui va au-delà, par exemple, d'une revendication en faveur de la simple fin d'un système confessionnel? Enfin, est-ce que pour vous, ça va bien au-delà de ça? Et est-ce que, en cela, ça fait écho à des luttes au-delà du Liban, même en Europe, par exemple? Est-ce que vous voyez un rapport entre ce qui se passe dans votre pays et les gilets jaunes, des trucs comme ça? Oui, moi, je pense que mondialement, il se passe des choses qui sont assez... qui peuvent être liées et similaires, etc., même malgré les circonstances qui sont différentes dans chaque pays. J'avoue que je n'y avais pas pensé par rapport à la révolution, mais par rapport à beaucoup d'autres choses, des prises de conscience de certains... parce qu'il ne faut pas oublier que l'effondrement au Liban, donc il est politique, mais il est aussi très économique, et c'est l'avènement d'une économie, d'une finance qui a été un peu mondiale, le capitalisme poussé à un niveau extrême, qui a fait aussi l'effondrement du Liban. Donc effectivement, dans ce sens-là, bien sûr qu'on peut lier
Et du coup, là, ce n'est pas particulier au Liban. Sauf qu'au Liban, là, c'est beaucoup plus fort que partout ailleurs dans le monde. Il paraît que c'est le troisième effondrement économique depuis 2 siècles ou un truc comme ça. Enfin, un truc dans le livre des records, quoi. Mais je ne sais plus exactement, non ? Si possible, mais ce qui est intéressant aussi dans cette revendication au Liban et dans une certaine mesure aussi dans les autres mouvements, révolutions qu'on a vus dans le monde arabe depuis 2011, c'est ce besoin de démocratie. Au Liban, il s'est articulé autour de revendications très complexes et très précises. Les gens demandaient l'indépendance de la justice. Les gens demandaient la fin du système communautaire, l'émergence du citoyen, et donc c'est un long et lent mouvement pour des demandes démocratiques. C'est de la démocratie, de la participation, etc. Et d'ailleurs, pendant les manifestations, les grandes manifestations d'octobre 2019 au Liban, on a vu à plusieurs endroits sur les murs des tags qui faisaient appel à leurs frères du Chili qui se battaient pour la démocratie et pour Hong Kong. On a vu aussi des idéogrammes chinois qui appelaient, qui disaient « Nos frères de Hong Kong, battez-vous avec nous, on se bat tous pour la même cause, pour la démocratie ». Donc il y a vraiment un besoin de démocratie au-delà de toutes les questions quotidiennes, économiques, financières. Et c'était pour répondre à votre question aussi. C'est plus que des manifestations, c'est une demande de démocratie et de participation politique qui s'est au Liban, je connais moins les autres pays arabes, mais au Liban très bien articulée, surtout que sur les places, pendant ces mois d'octobre, novembre, décembre, le savoir a circulé. Des tentes ont été érigées sur les places où des professeurs d'université, des intellectuels, des journalistes venaient parler aux gens de concepts difficiles à expliquer, comme ils donnaient quasiment des cours universitaires sur les sciences politiques, sur la gouvernance, sur la démocratie, sur la séparation des pouvoirs, sur l'indépendance de la justice, des questions économiques et financières aussi. Le savoir a circulé, et le fait que ce savoir circule a articulé les demandes et les revendications de la population. Et je pense que par rapport à la démocratie, justement, une des similitudes est qu'aucun leader n'a émergé de cette société civile, etc., dont on parle au Liban. Beaucoup de groupes d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant par le centre, comme disait Camille, ont manifesté, etc. Mais il n'y a pas eu de leader comme un peu ce qu'on reprochait aux Gilets jaunes, genre... Et c'est en fait ça, ça fait partie de la démocratie, le fait qu'il n'y ait pas de leader. Et ça, c'est un point de similitude entre les deux mouvements qui est sûr. Ça, je pense que je n'y avais pas pensé, mais... Non, surtout qu'au Liban, comme je le disais tout à l'heure aussi, la révolution, la démocratie, elle est en dehors du Parlement. Et donc, effectivement, comment avoir un chef qui représente les partis de la droite à la gauche en passant par le centre, ce n'est même pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est qu'ils discutent entre eux, qu'ils trouvent des stratégies pour réussir à prendre ce débat et à le faire rentrer au Parlement. Que cette diversité soit au Parlement, ce Parlement qui est bloqué, occupé par des familles et des partis traditionnels depuis 40 ans. C'est les mêmes noms qui se retrouvent au Parlement. Il faut que ce débat qui aujourd'hui a lieu dans la rue, mais pas seulement dans la rue, aussi dans toutes sortes de forums, de réunions entre groupes politiques, etc. Il faut que ce débat, il faut que cette opposition ait la sagesse et l'intelligence de se coaliser en alliance électorale pour pouvoir différer sur ces questions-là, mais à l'intérieur du Parlement, à travers des institutions démocratiques. Oui, il y a une dernière question là-bas. Oui, j'ai une question sur la place et le rôle de la France au Liban, à la fois dans une perspective historique, qui est quand même pas négligeable, et actuelle, puisque l'un et l'autre, vous écrivez et vous exprimez merveilleusement bien en langue française. Donc il y a quand même un rapport, en tout cas, aux langues françaises. Et ce qui m'amène au deuxième volet de ma question, c'est sur est-ce qu'il y a un imaginaire partagé au Liban ? Parce que pour faire collectif, pour faire monde commun, en dehors des clivages religieux, qu'est-ce qui circule ? Est-ce que vous sentez l'un et l'autre, à travers l'image ou le texte, la mise en récit,
qu'il y a possibilité d'un imaginaire partagé pour faire nation, pays, gens, peuple, je ne sais pas, enfin en tout cas projet commun. Voilà. Et bon, si la question sur la France vous ennuie, c'est pas grave, mais moi je trouvais que le côté sentencieux venu après le 4 août, notre cher président, m'a paru un peu problématique, et j'aimerais bien avoir un écho vu par des auteurs, des artistes intellectuels libanais. Vu de... je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais la France, bon, visiblement, l'intervention française, là, a jusqu'à maintenant complètement échoué. Et je sais même pas ce que c'était. Enfin, personne n'a rien compris. Mais la question est très intéressante, mais très vaste sur le lien du Liban avec la France, qui est un lien que moi, je comprends assez mal. Si on remonte à l'époque du mandat français, mais le lien avec la France dépasse de loin, est beaucoup plus ancien, parce qu'il remonte à plusieurs siècles avant le mandat français. On parlait déjà le français au Liban, c'est pas simplement... Donc c'est une question qui remonte à vraiment loin, mais qui est passionnante. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Bon, je pense qu'on n'a pas le temps là d'en parler autant. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est à quel point la France reste importante. Dès qu'un ministre français dit quelque chose au Liban, c'est tout de suite relayé et tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Vraiment, vu ce qu'ils disent, c'est depuis 30 ans la même phrase à peu près. Et c'est voilà. Moi, ça, c'est mon avis. Je pense que c'est l'avis de pas mal de gens, mais c'est vraiment très important quand vous êtes au Liban d'avoir la France qui s'occupe mal ou fait semblant ou je ne sais pas quoi, mais même pour les Libanais, c'est énorme. Mais spécialement après le 4 août, il y a eu énormément d'espoir, mais qui a été déçu après la venue de Macron au Liban. C'était les gens pensaient, je sais pas, que c'était Jésus, qu'il allait ressusciter les gens. C'était incroyable comment il l'interpellait dans la rue et tout. Mais je peux comprendre quand on est dans la détresse et tout, d'être un peu aveuglé. Voilà, je sais pas être très sympa, mais c'est difficile de répondre à cette question. Parce que c'est complexe. Il faudrait faire une conférence à elle toute seule, un dialogue à lui tout seul sur la géopolitique de la région et surtout du Liban. Mais moi, ce que je voudrais juste pour essayer de répondre à votre question, c'est que la France est loin d'être le seul acteur international au Liban, et différents groupes de la population se rejettent les différents acteurs qui viennent et jouent en fait de ces différents acteurs, pardon, pas de la population, de la classe politique, jouent de ces différents acteurs pour réussir à se maintenir au pouvoir, que ce soit des parrains ou des pays qui sont peut-être différemment intentionnés ou qui ont d'autres outils. Donc comment parler de la France sans parler des États-Unis, sans parler de l'Iran, sans parler de l'Arabie Saoudite, sans parler de la Turquie? C'est difficile. La France est un acteur certainement au Liban historique, mais ces autres pays aussi. Et malheureusement, quand je disais tout à l'heure que la classe politique libanaise a encore énormément de ressources et de leviers pour se maintenir au pouvoir. Une des ressources et un des leviers qu'elle a, c'est ces relations qu'elle a avec différents pays régionaux ou internationaux. Alors, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vous annonce juste qu'à 18h30, il y aura une conférence par Sobi Bouderbala, traduire dans le monde arabe. Et il me reste à vous remercier infiniment, Camille Hamoun. Merci beaucoup, Lamia Ziadeh. Merci à tous. Le festival Oh les beaux jours remercie Camille Hamoun et Lamia Ziadeh, ainsi qu'Elodie Karaki, qui a animé cette rencontre. Retrouvez les références bibliographiques des auteurs dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 6e édition du festival Oh les beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2022 à Marseille. Montage Clément Lemarié. Voix Benoît Paqueteau. Musique The Unreal Story of Floride by Fred Nefché and French 79. Un podcast produit par Des livres comme des idées.